9 septembre 2017, un youtubeur du nom de The Highway et son chien explorent une grotte qu'ils ont trouvée lors d'une randonnée tard dans la nuit. Une fois à l'intérieur, on constate que son chien a peur de quelque chose et qu'il ne veut pas suivre son maître. Mais son propriétaire ne le laisse pas partir. Il lui demande de revenir, malgré que celui-ci ne soit pas à l'aise aussi. Puis il continue de s'enfoncer dans la grotte, quand quelque chose attire son attention. Il demande à son chien de rester derrière lui. Il avance tout doucement. Quand soudain, au ralenti, on aperçoit une créature de grande taille, à la fois sombre et effrayante, qui se tient debout au fond de la grotte. Mais ce qui est encore plus bizarre et inquiétant, c'est que ce fut la dernière vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Depuis, le youtubeur n'a plus posté de vidéos, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jocelyn. Nous allons aborder un sujet fort intéressant que je n'avais pas encore exploité. On va parler des dossiers inexpliqués. Et donc, Jocelyn, je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment, je viens avec un grand plaisir. Ok. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Jocelyn F. Keller. Alors, je sais que j'ai un nom qui fait un peu anglo-saxon, mais je suis français. Voilà, je suis très fier de dire que je suis né en Alsace, même si je n'y habite pas, j'habite à Paris. Et ça fait donc une dizaine d'années que je baigne dans le milieu du paranormal et on va dire de l'inexpliqué de manière générale. Moi, je me présente en général comme un historien de l'étrange. Ça me permet de bien me différencier, par exemple, des enquêteurs du paranormal type chasseurs de fantômes, mais aussi des ufologues. Les gens parfois me disent « mais vous qui êtes ufologue ?» Je dis « non, non, je ne suis pas ufologue ». Et donc voilà, historien de l'étrange, c'est assez simple. C'est en fait, moi j'ai une formation d'historien au départ, et donc j'applique ma démarche d'historien à l'étrange. Comme quelqu'un qui ferait, par exemple, un historien qui s'occupe des affaires militaires ou de l'économie, lui, il a sa propre démarche et il analyse les batailles et choses comme ça. Moi, je considère tous les phénomènes paranormaux, étranges, enfin tout ce qui est inexpliqué, comme des faits, et j'essaie de les analyser comme le ferait un historien. Ça, c'est ma démarche de départ. Voilà. Okay. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est là où les difficultés commencent. Parce qu'on s'aperçoit que associer le mot fait avec le mot paranormal, c'est pas toujours facile. C'est ça. C'est pas toujours facile dans le sens où, justement, souvent, malheureusement, les éléments concrets, les éléments matériels manquent. On a affaire à beaucoup de témoignages, on a affaire à des gens qui ont vécu des expériences, qui ont assisté à des choses. Mais voilà, on doit les croire sur leur bonne mine, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Et quand on a des éléments, alors ça peut être des témoignages écrits, mais ça peut être aussi des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des sons. Souvent, c'est très, très parcellaire, c'est très incomplet, et ça ne permet pas toujours, et même assez souvent, de se faire une bonne idée de ce qui a pu se passer.
Et mon boulot, c'est justement de faire toute la documentation, de tout regrouper sur une histoire et de la remettre complètement à plat. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le web, les gens ont tendance à raconter des histoires et puis à copier-coller ou on va dire à reprendre des histoires un peu qu'ils ont trouvées ailleurs, mais sans jamais vérifier quoi que ce soit. Et moi, mon boulot, justement, c'est de vérifier, de checker. Donc, je vais sur toutes les histoires que je raconte, je vais vérifier les noms, les dates, les lieux, les circonstances, enfin voilà, tout ce qui peut. Alors là, on est dans le domaine du journalisme, dans le domaine de la recherche historique, on est dans le domaine de l'enquête, un peu policière parfois, parce que parfois je cherche des indices, je cherche des choses, on va dire à faire par exemple des liens psychologiques entre différentes choses pour essayer d'expliquer. Voilà, et tout ça, ça prend un temps fou. C'est ça l'essentiel de mon travail, parce que après le restituer, comme je le fais dans des livres ou dans des émissions de télé ou dans les émissions que je fais chez un concurrent qui s'appelle BTLV, en fait c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire que restituer l'histoire, après c'est presque un plaisir de le faire, tellement j'ai dû travailler en amont pour comprendre ce qui s'était passé. D'accord. Et Voilà. justement, on va parler de vos livres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre dernier livre et justement l'ensemble de vos livres, de vos œuvres, et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, c'est assez simple. J'ai écrit 4 livres sur le paranormal à ce jour. Alors, je vous donne les titres. Hein. Dossier inexpliqué, c'est le premier, qui est paru il y a bientôt 8 ans. Après, il y a eu Dossier inexpliqué numéro 2. Et puis après, il y a eu Affaires étranges. Et le dernier en date, qui est paru en 2021, ça s'appelait Zone paranormale. Alors depuis, Affaires étranges ayant bien marché aussi, mon éditeur m'a demandé de faire une nouvelle édition. Donc il y a un Affaires étranges, on va dire, augmenté et actualisé que j'ai sorti en 2022. Et je peux vous faire un petit scoop, je suis en train de finir un livre sur les bateaux fantômes qui va sortir en septembre prochain. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est un sujet qui est absolument passionnant, qu'on m'a proposé. Une maison d'édition est venue me voir en me disant est-ce que ça vous intéresserait on a lu vos livres précédents, on aime bien la façon dont vous abordez les choses. Est-ce que ça vous intéresse ce sujet? Et j'étais même moi-même étonné de me dire mais j'ai jamais pensé à écrire sur ce sujet alors qu'on est en plein paranormal. Ouais, bah oui. Mais est-ce que justement, vu que vous êtes en pleine écriture sur ce sujet, est-ce que c'est un sujet qui attire du monde par rapport à ce que vous faites habituellement? Et je ne sais pas en fait, j'en sais rien du tout. Je pense que ça va intéresser les gens qui s'intéressent à la mer. Même si moi je suis pas un marin d'expérience, hein. Les Alsaciens sont un peu loin de la mer, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui va intéresser tous les gens qui s'intéressent au mystère maritime, et il y en a. Et puis ma petite ambition, c'est justement d'intéresser mon lectorat qui me connaît bien, qui a l'habitude de mes histoires, de l'intéresser justement à ces nouveaux sujets qui sont les mystères autour des bateaux fantômes. Je suis entré dans le sujet un petit peu en étant presque vierge. En tout cas, je connaissais le Hollandais volant, l'histoire de la Marie Céleste, tout ça on connaît, c'est des grands classiques. Après, j'ai découvert des histoires absolument incroyables. Le boulot, une fois de plus, comme je disais, a été de faire la part entre ce qui est de la légende et ce qui est vrai. Donc ça m'a demandé d'aller chercher dans des archives que je ne connaissais pas du tout. Mais en tout cas, le résultat va être à peu près 25 ou 26 histoires de bateaux fantômes, et dont certaines sont hallucinantes. Donc, ouais, c'est cool ça. Ouais. De toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo. Et justement, vous qui êtes à la base historien, qu'est-ce qui vous a poussé? C'était quoi le déclencheur? Le déclencheur, on me le demande souvent un peu, qu'est-ce qui fait que voilà, je m'intéresse à ça? Alors, il y a beaucoup de gens qui répondent oui, j'ai vécu une expérience, j'ai eu un truc que j'ai pas compris et depuis je me passionne pour ça. C'est pas mon cas, Moi, j'avoue, j'ai jamais vu d'OVNI, j'ai jamais été confronté à des phénomènes extraordinaires. Bienvenue au club. mais je veux bien, hein, si demain il y en a. Moi aussi, je veux bien, mais ça ne veut pas.
Non, je demande que ça. Mais et donc en fait non, c'est de la curiosité. C'est de la curiosité qui vient de mon adolescence, des lectures que j'ai pu avoir. Dans les années 70, je lisais déjà les livres de Jean-Claude Bourret sur les ovnis. Voilà, donc j'étais passionné par ça. Je lisais beaucoup de romans de science-fiction. C'est souvent lié, hein. L'approche, quand vous lisez de la science-fiction, du fantastique, ben, voilà, le paranormal est jamais très loin. Et après, c'est de la curiosité. Je dis toujours, moi, dans mes conférences, ce n'est pas ridicule de se demander si on est seul dans l'univers ou s'il y a une vie après la mort. Au contraire, c'est des grandes questions existentielles humaines. Et donc, je trouve même ça très sain de se poser des questions. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous posez ces questions, ben, vous avez deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est la réticence, enfin le côté, l'indifférence ou la réticence. Les gens, oh non, mais tout ça, c'est des balivernes, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, une forme de peur, une forme d'inquiétude. Les gens, ah non, je ne veux pas en parler, ça me met mal à l'aise. Voilà. Alors que ça devrait être un sujet qu'on doit aborder, que les scientifiques devraient aborder de manière tout à fait rationnelle, en se disant, bah voilà, est-ce qu'il y a vraiment ces phénomènes et qu'est-ce que ça peut être, et puis d'un point de vue historique, parce que moi, voilà, je suis historien, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui a pu se passer il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans. J'ai une histoire dans un de mes livres qui se passe au Moyen-Âge, il y a presque 1000 ans. Et elle a été chroniquée à l'époque en Angleterre par deux grands chroniqueurs qui ne se connaissaient pas, qui n'ont jamais échangé entre eux, j'ai vérifié, et à qui on a raconté la même histoire. Et donc, ils l'ont raconté avec des petites variantes. Et c'est très intéressant, voilà, de comparer ces deux textes et d'en tirer une conclusion. Même si on ne sait pas, de quoi il s'agit, quoi. C'est l'histoire des deux petits-enfants de couleur verte qu'on aurait trouvé dans une petite localité d'Angleterre qui s'appelait Woolpit. C'est dans les années 1150, par là. Et ces deux petits gamins qui ont été trouvés par les paysans du coin. Et les deux gamins, un petit garçon et une petite fille, avaient la peau verte. Et donc, ça a beaucoup marqué les esprits à l'époque. Et donc, ils ont été hébergés. Alors, ils ont dit qu'ils venaient d'un autre monde. Enfin, voilà. Bon, je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire. Hein, on peut la trouver sur Internet. Mais cette histoire, c'est une des plus anciennes histoires de paranormal que je connaisse. D'accord. Elle est très intéressante. Historiquement, elle est très intéressante. Et justement, par rapport à cette enquête, quand vous avez exploré ces documents, les deux qui ont relaté ces faits, ils étaient on peut dire, à quelle distance tous les deux? Ils étaient assez éloignés? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais ils étaient au moins à 400 ou 500 km l'un de l'autre. Enfin, ils étaient un peu, alors pas à chaque bout de l'Angleterre, mais presque. D'accord, ils étaient très éloignés l'un de l'autre. Simplement, les deux avaient l'habitude à l'époque de chroniquer des petits événements, des anecdotes insolites qui se passaient en Angleterre, et les deux l'ont chroniqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est les variantes, enfin, c'est les différences. Chacun ajoutant voilà, des petits détails, et ça, en tant que justement historien, c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, et puis c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a souvent des personnes, quand on aborde ce sujet, il y a une forme de peur, d'angoisse. Et il y a aussi le fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette habitude, ils sont attirés, ce qu'on ne peut pas voir. Par l'invisible. On a toujours été attirés par des choses étranges. Bon, ouais. Après, et c'est vrai qu'on se pose toujours quand même des questions. Après, comme on l'avait dit tout à l'heure, moi, des extraterrestres, je ne sais pas si ça existe, j'en ai pas vu, je voudrais bien en voir. Et c'est vrai, donc on est toujours dans ce souci. Alors justement, ça, on peut en venir sur mon positionnement, parce que quand vous êtes dans le milieu du paranormal, à un moment, que vous le vouliez ou non, de toute façon, il va falloir vous positionner. Alors, moi, je dis toujours, je ne suis pas du côté des croyants, parce que les croyants, c'est ceux qui pensent que tous ces phénomènes sont tous réels, mais ils ne font même pas le tri, hein, ils pensent qu'ils sont tous réels, et ils n'ont pas besoin de preuves puisqu'ils sont croyants. Quand vous êtes croyant de quelque chose, vous croyez, voilà, la preuve est totalement inutile. Et je ne suis pas non plus dans le camp des sceptiques, parce que les sceptiques, justement, vous disent non, tout ça, c'est des sornettes, ça n'a aucun intérêt. Moi, si j'étais un sceptique, je ne serais même pas en train de vous parler. Donc, oui. Voilà. Donc, je suis au milieu, ce qui n'est pas facile. Milieu, et vous posez juste des questions. Voilà, et je me pose énormément de questions parce que le paranormal, ce ne sont pas des réponses, c'est des questions. C'est surtout des questions. Je me méfie toujours des gens qui arrivent avec que des réponses.
Vraiment, le paranormal, il faut se poser énormément de questions. Et il faut avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est-à-dire se dire, moi, je n'ai jamais vu d'OVNI, mais franchement, je suis tout à fait... Enfin, si un jour j'assiste à quelque chose dans le ciel que je ne peux pas expliquer, j'en serais ravi. Et j'essaierai de savoir de quoi il s'agit. Voilà. Mais je suis pas arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, alors ça c'est ma conviction personnelle, hein, mais aujourd'hui je suis certain qu'on n'est pas seul dans l'univers parce que même en termes de probabilité ou de statistiques, ça serait complètement aberrant de penser qu'on est tout seul dans un univers aussi grand. Après, de là en déduire que des extraterrestres sont venus sur Terre, ou sont carrément en ce moment sur Terre quelque part, ou nous ont visités dans des temps anciens, etc. Ça, je n'en sais rien. Moi, j'attends. Si demain quelqu'un apporte une preuve concrète, il y a beaucoup aux États-Unis, ça bouge beaucoup en ce moment. Depuis 2017, on a énormément d'agitation, on va dire, autour du phénomène OVNI. Mais bon, c'est beaucoup de gens qui parlent. Et il n'y a pas grand-chose de concret qui en sort. C'est des gens qui font des déclarations de « je connais quelqu'un qui a fait ceci, je connais quelqu'un qui a vu cela ». La personne qui a vu, en général, on ne la voit pas, justement, et on attend toujours ce qu'on appelle des preuves, ou en tout cas des éléments un peu... Moi, je suis historien, j'ai besoin de documents, de preuves, de choses comme ça. Quelqu'un qui me raconter qu'il a vu des créatures étranges dans un hangar il y a 10 ans, ok, c'est sympa, mais ça ne me suffit pas. Voilà. Et justement, pour que vous, quand vous faites une enquête, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement? C'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices. D'accord. Je pars du principe qu'aujourd'hui, on est en 2024, et en 2024, une image, que ce soit une photo, une vidéo, ne peut pas être une preuve de quoi que ce soit. C'est tellement facile. On a tous des smartphones, des ordinateurs, et on peut faire des images, créer des images. En plus, là, et encore plus depuis l'an dernier où il y a maintenant les intelligences artificielles qui déboulent, on peut créer n'importe quelle image comme on veut super facilement. Donc, une image ne suffit pas pour prouver. Et c'est ça qui est compliqué pour un historien de l'étrange, enfin tous les historiens de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, il faut compiler et regrouper un maximum d'éléments qui, mis ensemble, vont déterminer le fait que peut-être il y a quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Oui. Parce que quelqu'un qui arrive et qui vous dit j'étais dans un château et je pense que j'ai vu un fantôme, oui, mais bon, voilà, il faudrait... et même s'il revient avec une photo de fantôme, ça ne suffira pas pour convaincre de sa bonne foi. Parce que les photos de fantômes, c'est super facile à faire. Oui, et puis on peut dire en gros, c'est peut-être, comme vous l'avez dit, c'est des années peut-être de recherche pour justement arriver à un terme à dire, effectivement, il y a quelque chose, ou non. En tout cas, il y a... Comment dire, on peut, sur certains dossiers, on peut en tout cas aller vers une sorte de conclusion qui dirait non, là, ça, c'est bidon, en tout cas, il ne s'est rien passé. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement d'éléments qui clochent que il y a très peu de chances qu'il soit passé quelque chose de, on va dire, de paranormal. Et puis, vous avez d'autres dossiers dans lesquels, là, au contraire, on est face à quelque chose de très troublant parce qu'on a beau passer en revue toutes les hypothèses, se dire, on fait tous les scénarios possibles et finalement, il n'y en a aucun qui permet d'expliquer ce qui s'est passé. Et là, donc, c'est mes fameux dossiers inexpliqués. Je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je peux vous donner un exemple. Un des dossiers que je connais le mieux, et je pense que je suis le premier à en avoir parlé dans un livre, dans mon premier livre, c'est l'affaire du col Dyatlov en Russie. Parce que c'est une histoire qui aujourd'hui est un peu connue, elle est passée dans des émissions de télé, et on la trouve à droite et à gauche, mais il y a 10 ans, absolument personne n'en parlait en France. C'est l'histoire des 9 randonneurs à ski qui, dans la nuit du 1er au 2 février 1959, sont tous morts suite à un événement étrange, puisque en fait, ils étaient tous dans une grande tente sur une montagne, et il faisait -20, et ils sont tous sortis paniqués de cette tente, en déchirant carrément la tente de l'intérieur avec un couteau. Ils sont partis en s'éparpillant un peu dans la colline, et on les a retrouvés tous morts. Aujourd'hui, il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine d'hypothèses, enfin de théories pour expliquer ça. Il n'y en a aucune qui est convaincante. Aucune qui explique le scénario complet.
Donc D'accord. là, on est dans un vrai dossier inexpliqué où il y a, quand on passe en revue, est-ce qu'ils étaient ivres, est-ce qu'ils ont été empoisonnés, est-ce qu'ils ont été agressés, etc. Il y a plein de choses. Bah non, bah non, bah non, bah non. Donc il s'est forcément passé quelque chose. Alors on sait qu'ils sont morts de froid, donc ils n'ont pas été agressés, ils ne sont pas morts d'agression. On n'a pas retrouvé de traces de pas de qui que ce soit animal ou humain, autour de la tente à part les leurs. Ils n'ont pas été assassinés au sens où on ne leur a pas tiré dessus, ils n'ont pas reçu un missile sur la tête ou je ne sais quoi. Ils sont vraiment morts de froid, certains de blessures, mais on pense que les blessures, ils se sont infligées eux-mêmes. Il y en a un qui est monté dans un arbre, il est tombé, bon voilà. La question, c'est qu'est-ce qui leur a fait peur au point de partir dans la nuit par -20, sans même prendre le temps de s'habiller, hein. Enfin, on les a retrouvés habillés un peu n'importe comment. Donc, qu'est-ce qui leur a fait peur au point de partir en courant dans la nuit par -20, sachant que c'était des randonneurs, certes jeunes, mais aguerris. Ils savaient qu'en faisant ça, ils risquaient leur vie. Et pourquoi ils sont pas retournés à la tente après? Pourquoi on les a retrouvés disséminés à 200, 400 mètres de la tente et qu'ils ne sont pas retournés après? Peut-être qu'ils étaient déboussolés, ils ne pouvaient pas refaire avec la peur, tétanisés, on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est possible. On était en pleine nuit, ils n'avaient peut-être pas de lumière, ils n'ont peut-être pas retrouvé leur chemin et ils sont morts de froid. C'est possible. Puis peut-être une crise cardiaque avec la peur. Oui, alors ils ne sont pas morts de crise cardiaque, ils sont morts de froid. Donc, ils ont été autopsiés, hein, donc on sait de quoi ils sont morts, mais il n'y a pas eu de crise cardiaque. Non, c'est très étrange. Enfin bon, là c'est pareil, on n'a pas le temps. L'histoire, c'est une histoire qui mérite 2 heures, presque, tellement il y a de choses à dire, donc on n'a pas le temps. Et elle est racontée dans mon livre ou ailleurs, on la trouve, mais c'est juste pour dire qu'en fait, voilà, on est face à un de ces grands mystères où on a beau chercher des explications, plus de 50 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé exactement. Ouais, là, on peut dire que c'est étrange. Là, on peut se poser la question de savoir. Ah oui. Et justement, est-ce que par rapport à vos enquêtes, en termes de légendes, est-ce qu'il y a des choses qui rentrent en compte à l'intérieur au niveau des légendes? C'est-à-dire, quand je m'explique au niveau des légendes, quand vous allez faire des recherches, peu importe sur une légende, est-ce que cette légende elle peut se transformer en enquête et aboutir à la fin à quelque chose de concret? Oui, absolument, parce que moi, je me suis fixé comme objectif de ne prendre dans mes livres que des histoires vraies. Donc voilà, vrai veut dire pas de la fiction, pas de la légende. Sauf que dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez des histoires qui sont présentées parfois comme des légendes, et en fait, il y a un fond de vrai. On s'aperçoit qu'il y a un fond de vrai, et inversement, des histoires qui sont présentées comme vraies et qui sont des légendes. Je sais pas, je pourrais prendre. Alors, tout le monde sait que j'aime pas trop les époux Warren et toutes les histoires autour des époux Warren. Bon, j'aime bien les films, hein, Conjuring, c'est sympa, hein, c'est des bons divertissements, mais les vraies histoires avec les vrais époux, je fais partie des gens qui sont très critiques, et on est beaucoup dans le monde du paranormal à considérer qu'il faudrait un peu dénoncer le côté bidon de pas mal d'histoires. Mais Amityville, on peut prendre l'exemple d'Amityville, Amityville que tout le monde connaît, hein, maison hantée, machin. La partie criminelle est totalement vraie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeune qui a tué toute sa famille voilà, dans les années 70, et ça c'est vrai, c'est pas remis en cause. La partie paranormale, c'est-à-dire l'arrivée après dans la maison d'une famille qui s'installe, et là il se passe des trucs très bizarres qui sont assez effrayants. Tout ça, c'est aujourd'hui, on considère ça comme un canular. En fait, un canular qui a été orchestré en concertation avec l'avocat du criminel, qui avait besoin qu'on dise qu'il se passait des trucs diaboliques dans la maison pour justement alléger la peine de son client. C'est plus facile. Enfin, quand vous êtes un meurtrier de sang-froid ou quand vous êtes un meurtrier un peu fou, aux États-Unis, c'est pas la même chose, hein. Vous n'avez pas les mêmes peines, voilà. Donc il y avait ça, et en concertation aussi avec les époux Warren, qui ont trouvé un bon moyen de raconter une bonne histoire. Voilà, et tout ça, ça a été dénoncé c'est pas moi qui l'ai dénoncé, hein, plusieurs auteurs l'ont fait avant moi. Bon, aujourd'hui, la légende d'Amityville, elle continue. On continue à dire, voilà, la maison hantée, les maisons paranormales, la maison du diable, enfin ce que vous voulez. Tout ça, ça tient pas beaucoup debout, quoi. Donc voilà. Mais pour revenir au bateau fantôme dont je parlais tout à l'heure, justement en étudiant le sujet, c'est là où j'ai eu des grosses surprises. Moi, il y avait des histoires qui étaient présentées
comme totalement vraie et qu'on trouve sur Internet où tout le monde dit que l'histoire est vraie. Et en fait, j'ai réussi à prouver, en tout cas, j'ai trouvé que l'histoire était de la pure fiction. C'est l'Orang Medan, qui est un cargo hollandais qui a été retrouvé en 1947 en Indonésie. Vous allez sur Internet, tapez le nom, vous allez voir l'histoire. À peu près tout le monde vous dit que c'est une histoire vraie. On vous montre des photos du cargo, ce qui est assez exceptionnel. Ce bateau n'a jamais existé. Mais il y a quand même des gens qui trouvent des photos. et j'ai trouvé qu'en fait, c'est un Italien qui a inventé l'histoire un peu avant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a essayé la première fois de la fourguer à la fin des années 30. Ça a été pris par 2-3 journaux. Et puis après, elle est ressortie juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, elle a eu un peu plus d'ampleur. Et elle reste encore. C'est une sorte de légende urbaine qu'on retrouve en 2024. D'accord. Là où je me suis dit qu'il y avait un gros problème, c'est que en fait, le bateau aurait coulé, enfin, serait devenu une sorte de bateau fantôme en 1947. Or, j'ai trouvé une mention de la même histoire en 1939. Et là, je me suis dit, là, il y a un gros problème. On ne peut pas avoir un bateau qui devient fantôme 7 ou 8 ans avant que tout le monde le raconte. Donc, c'est à partir de là, je me suis dit, là, ça sent mauvais, quoi. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un exemple pour vous dire, voilà, histoire que tout le monde considère comme vraie, enfin tout le monde, on va dire une grande majorité des gens, et en fait est une fiction. Et inversement, il y a des histoires qui sont un peu légendaires de temps en temps et qui on trouve et que ouais, il s'est passé quelque chose. Donc, vous en avez un exemple? Là tout de suite non, mais si je réfléchis un peu, je vais trouver. Ouais. Si, je vous laisse le temps de réfléchir, et j'aurai une autre question, je vous laisse le temps de réfléchir. Ouais. Et justement, en France, en termes de pépites au niveau, est-ce que c'est en France, on a assez au niveau des enquêtes, ou par contre, vous êtes obligé de temps en temps d'aller à l'étranger, où c'est une mine, vraiment la France, c'est une mine au niveau des enquêtes, où vous êtes obligé d'aller à l'étranger pour aller vérifier. Alors, le paranormal, de toute façon, c'est un sujet qui est international. Enfin, il y a des phénomènes paranormaux dans tous les pays du monde. Après, c'est plus ou moins facile ou difficile d'accéder à l'information. C'est plus facile, c'est pour ça que la plupart des histoires se passent dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire en gros les États-Unis et l'Angleterre, parce que ce sont des pays qui sont très ouverts à ces sujets-là, où il y a beaucoup de gens qui sont passionnés et où ce n'est pas un sujet de moquerie. Donc, résultat, vous avez des livres, vous avez des émissions de télé, des émissions de radio, et beaucoup de gens en parlent de manière très décontractée. Ouais. Et ce qui explique pourquoi dans les émissions, vous avez énormément d'histoires qui se passent dans ces pays-là, parce que les gens, quand il se passe un truc bizarre, ils en parlent. Voilà. Prenez d'autres pays, le Japon, la Chine, la Russie. Bon, déjà, il y a la barrière de la langue. Il se peut que des gens racontent des trucs, mais si vous ne parlez pas chinois, japonais ou russe, c'est plus compliqué déjà à savoir que ça existe. Et l'information, elle est plus difficile d'accès, c'est sûr. Alors, pour revenir à la France, nous, on est un pays. Alors, on a une particularité, on est un pays cartésien. C'est-à-dire que ce char des cartes étant passé par là, on est les pieds bien sur terre, on est bien rationnel, bien matérialiste, et donc on est un peu, de manière générale, assez, on va dire, un peu en retrait vis-à-vis de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au paranormal en France, énormément. Mais l'approche, elle est un peu plus, c'est ce que je disais au départ, hein. Soit c'est un peu moqueur, on vous regarde de haut en disant non mais ça franchement ça n'a aucun intérêt, soit c'est de l'indifférence. Il suffit de regarder, quand vous regardez les émissions de télé, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire qui passent sur les grandes chaînes de télé. On va prendre l'exemple de Cyril Hanouna, parce que tout le monde regarde ça. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui regardent ce genre d'émission. Quand Cyril Hanouna parle de fantômes ou d'extraterrestres, hein, ça lui arrive de temps en temps, c'est tout le temps sur un registre comique. C'est ça. C'est toujours sur un registre, allez, on va rigoler de ça, on va se marrer avec ça. C'est jamais. Bon, c'est vrai que l'émission d'Hanouna n'est pas non plus une émission scientifique, mais il y a très peu d'émissions sérieuses sur d'autres chaînes qui vont aborder ces sujets-là. Très peu. D'accord. Mais parce que c'est la France. France métropole, mais est-ce que dans les dom-tom, ils ont la même mentalité ou pas du tout?
Ça dépend. Alors moi, je fais des libres antennes tous les 15 jours où on a des gens qui nous appellent du monde entier, en fait. Bon, surtout de France, mais parfois des dom-toms et parfois de l'étranger. Et les gens qui nous appellent parfois des Antilles ou la Guyane un peu plus rarement. On a eu la Réunion souvent. La Réunion est un haut lieu de l'ufologie. Hein. Il y a eu beaucoup d'événements autour des ovnis en Réunion. C'est une île sur laquelle la vie après la mort, les fantômes, les apparitions, tout ça, c'est assez prégnant. Et les C'est gentils, ancré, je pense. oui. Ouais, aussi. Je connais un peu moins côté Pacifique, Nouvelle-Calédonie et Tahiti, etc. Ça, je connais moins. Mais je sais que oui, les gens sont. Mais même en France, il y a beaucoup de gens qui sont à fond dedans. Alors après, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure. C'est la manière dont on s'approche de ça. Bon, il y a des gens, ils sont dans la croyance. Moi, je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Ils sont dans la croyance. Pour eux, tout ça, ça existe. Mais c'est établi. Comme je disais, ils n'ont pas besoin de faire de recherche ou de preuves. Pour eux, tout ça, c'est là et on vit avec. Bon, bah, si ça les dérange pas et qu'ils sont pas malheureux, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon approche. Moi, mon approche, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir des éléments un peu plus concrets. C'est normal. Voilà, c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre toute première enquête? Alors, la toute première, ça remonte. mon premier livre. Ouais, ça remonte. Je me rappelle même plus la toute première, parce que quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, je suis parti dans. En fait, c'était de la compilation de choses que j'avais déjà en archive, que j'avais déjà plus ou moins mis de côté à droite à gauche, et que après j'ai approfondi. Donc j'ai pas. Moi, je peux vous parler d'un sujet qui m'est cher, c'est l'affaire d'Aravilliers. C'est une affaire d'ufologie, d'OVNI. Alors, je ne suis pas l'inventeur ou je ne suis pas la personne qui a découvert cette histoire. Je suis juste modestement la personne qui a empêché qu'elle disparaisse. Alors, je m'explique. L'affaire s'est passée en 1998, à 50 km au nord de Paris. Très vite, hein, je résume l'histoire, mais ça va très très vite. C'est un groupe de chasseurs qui, en janvier 98, va chasser dans une petite ville, dans la forêt, près d'une petite ville qui s'appelle Aravilliers. Et en arrivant dans cette petite ville, ils sont survolés par un énorme ovni. Et donc, il s'ensuit ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire qu'en fait, ils perdent tous connaissance et ils se retrouvent sur un parking qui est situé de l'autre côté du village, où les attend d'ailleurs un de leurs amis, qui lui aussi a vu l'ovni et qui lui aussi est tombé dans les pommes. Et donc, après, voilà, ils ont tous vécu une histoire assez extraordinaire qu'ils n'ont pas racontée. Il n'y a pas eu d'enquête de gendarmerie, il n'y a pas eu d'enquête scientifique, encore moins. La presse n'en a pas parlé puisqu'ils n'étaient pas au courant. Les seuls qui étaient au courant, c'était des ufologues. Parce qu'en fait, un des témoins, qui voulait vraiment comprendre ce qui lui était arrivé, parce que c'était un truc qui le dépassait complètement, a contacté une association ufologique de la région parisienne et donc a été mis en contact avec un ufologue. Et c'est cet ufologue qui a en fait fait toute l'enquête. Il a écrit des articles et pendant 2 ans, il a essayé de tirer le maximum des témoignages, des lieux. Enfin, il a fait une vraie enquête de terrain. Ça, c'était en 98. Moi, j'ai découvert cette histoire, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais ça devait être vers 2015, quelque chose comme ça, 2015-2016. Je l'ai trouvé extraordinaire. Je n'ai pas le temps de raconter tous les détails, hein, c'est pareil, il se passe plein de choses. Là, j'ai résumé de manière très très simple. Mais c'est une histoire hallucinante qui ressemble à la rencontre du troisième type de Spielberg. Hein, il y a tous les ingrédients. Et je trouvais ça incroyable que les gens ne la connaissent pas. Parce qu'en France, quand on parle d'OVNI, on parle de Valençol, on parle de Trans-en-Provence, on parle aussi de Cergy-Pontoise qui est un canular, enfin voilà. Mais on ne parle jamais d'Aravilliers. Et donc, dans un de mes livres, je me suis dit, je vais consacrer un chapitre entier à cette histoire. Et donc, ça a ranimé l'histoire, ça l'a réveillée un petit peu parce qu'elle était en train de complètement disparaître. Le Parisien a fait un article. Et depuis, j'ai fait, je crois que j'ai dû faire une trentaine de conférences sur Aravilliers à droite à gauche. Enfin, j'essaie d'en parler un maximum pour que le dossier ne se ferme pas. Et dans l'histoire, l'OVNI en question était passé au-dessus de la maison était passé au-dessus de toutes les maisons du village, mais dans une des maisons, il y avait un couple avec une petite fille. Et cette petite fille avait été traumatisée. C'est-à-dire qu'elle s'était réveillée en pleurs, mais elle a été traumatisée pendant des semaines, voire des mois. Il y a quelque chose qui lui a fait très, très peur. Elle avait 2 ans, donc impossible de savoir ce que c'est.
mais sa peur correspond exactement au moment où l'OVNI est passé au-dessus du village. Donc, on peut penser qu'il y a un lien, en tout cas, voilà. Donc moi, j'ai essayé de retrouver cette jeune fille, enfin cette petite fille qui est devenue, bien sûr, une jeune femme, hein, puisque maintenant, je crois qu'elle a 27 ans, 28 ans, et je suis assez, on va pas dire que c'est de la fierté, mais je suis content qu'elle ait pu s'exprimer, parce que sa vie, après, était un peu curieuse, et donc, je l'ai fait venir sur BTLV, là, c'était quand, il y a 2 ans, et c'était la première fois qu'elle s'exprimait, et elle nous disait qu'il y avait en elle quelque chose. Elle sentait qu'il y avait quelque chose en elle qui était bizarre. Elle se rappelle bien sûr absolument rien de 98, hein, elle avait 2 ans, ce sont ses parents qui lui ont raconté l'histoire, mais elle disait quand même qu'il y avait un truc bizarre en elle, bloqué. C'est comme si elle avait l'interdiction de dire quelque chose. Et elle avait constaté qu'elle avait des petits pouvoirs, elle pouvait diagnostiquer des maladies chez les gens, des trucs comme ça, enfin des petits trucs qui relèvent un peu du paranormal. Donc, pour moi, le dossier Ravilliers, il n'est pas terminé. Il y a cette jeune femme qui est toujours là, avec qui j'entretiens une relation amicale, et j'aime bien quand elle me raconte ce qui lui arrive. Et peut-être d'autres personnes, parce que dans ce village, en fait, c'était le village du silence. Il y a plein de gens qui, après l'événement, sont partis. On ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'il y a, outre les témoins, là, les chasseurs, c'était très tôt, hein, j'ai oublié de dire, c'était à 6h du matin, l'histoire, donc 6-7h du matin, donc les gens dormaient. Mais je pense que dans le village, il y a d'autres gens qui, à l'époque, ont su quelque chose. Donc, ils ont peut-être vu, su, je ne sais pas, ou ressenti, on ne peut pas savoir, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui ont quelque chose à dire et qui ne l'ont jamais dit. Mais bon, pour les trouver, ça, c'est pas facile. C'est clair, on est bien d'accord. Et justement, je voulais avoir votre point de vue, je voulais savoir si vous avez enquêté sur la vague de 1954 des ovnis en France. Alors, enquêter, non. Je la mentionne, c'est-à-dire je m'en sers souvent dans des émissions, je prends des exemples, voilà. Ça, oui, ça m'est arrivé. Parce que la vague, il y a plein de gens qui ont écrit dessus, donc j'ai rien à rajouter. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé. Et votre point de vue, par contre, sur ce sujet, vous avez un point de vue? Je trouve assez curieux qu'effectivement, cette année-là, la France, alors il y a eu certes un effet, je pense, d'entraînement, c'est-à-dire que des gens ont dû raconter des histoires fantaisistes parce que d'autres en avaient raconté avant eux, mais il y a eu quand même tellement, enfin, vous allez sur le site du GEPON et vous tapez 1954, vous allez voir le nombre de cas qu'il y a, c'est hallucinant, de gens qui ont témoigné en disant qu'ils avaient vu soit des boules lumineuses, soit un objet atterrir dans leur jardin, soit même des rencontres avec des créatures venues de on ne sait où. Enfin, c'est toute l'année, c'est que ça. Et après, ça s'arrête. Étrangement, j'ai regardé en 53, il n'y avait pas grand-chose, et en 55, il n'y a pas grand-chose. Mais l'année 54, c'est du pur délire. Donc je m'en sers de temps en temps quand on fait des émissions. Je prends quelques histoires un petit peu emblématiques et je les raconte, mais après je sais pas. Ça fait partie du mystère. C'est un grand mystère, ouais. Oui, c'est un mystère parce que pourquoi cette année-là Et puis ce qui est étrange, c'est que les apparitions et les observations sont très différentes les unes des autres. Si tout le monde avait vu je sais pas, le même vaisseau spatial, les mêmes extraterrestres, bon, pourquoi pas, mais non, les gens ont vu des trucs totalement, voilà, très hétéroclites, très hétérogènes. Et justement, est-ce que ce phénomène-là, qui n'a pas été justement peut-être encastré, parce qu'on se rappelle à l'époque, il y avait le film avec l'acteur Louis de Funès, parce que souvent on fait référence. Il y en a qui témoignent par rapport à ce qu'ils ont vu. Et comme par hasard, on retrouve certains éléments dans le film. Ah, vous voulez parler du gendarme et des extraterrestres? Non, pas celui-ci, celui d'avant. Le dernier, je crois, Soupe aux choux. Ah, la soupe aux choux. Oui, alors la soupe aux choux. Mais enfin, les deux films, de toute façon, datent des années 80 ou fin des années 70. J'ai plus trop. Je sais que le gendarme et les extraterrestres, ça doit être 1980, si je ne me trompe pas. Et la soupe aux choux, je ne me rappelle plus trop, mais c'est pas les années 50. Ouais, de toute façon, non, ça n'a rien à voir. C'est 20-30 ans après. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien l'image, justement, de l'ufologie en France à cette époque, c'est-à-dire que c'est un sujet de rigolade. La soupe aux choux, c'est une comédie. Gendarme et les extraterrestres aussi.
Et en même temps, bon, il y a des choses dedans qui ressemblent à des témoignages qu'on a de gens qui sont tout seuls dans la nature, comme Louis de Funès quand il voit la soucoupe arriver dans le gendarme et les extraterrestres. Il s'éloigne là pour faire... il va dans la garrigue et puis tout à coup la soucoupe arrive et puis il retourne voir comment il s'appelle, Michel Galabru, et il lui raconte le truc, il n'y arrive pas. Et voilà, on a plein de témoignages qui ressemblent en fait à ça. C'est ça qui est assez amusant. Mais bon, on peut faire le parallèle. Vous avez aux États-Unis, vous avez à la même époque, enfin, nous on fait le gendarme et les extraterrestres. Spielberg, et en 77, il fait Rencontre du troisième type. C'est un autre niveau, vous voyez. Un autre niveau. Et même fin des années 60, nous on était encore dans la rigolade et les Américains faisaient Les Envahisseurs avec David Vincent. Donc, eux, ils étaient déjà dans le côté. Non, c'est sérieux ce sujet. Et les États-Unis ont toujours considéré de toute façon les ovnis comme un sujet sérieux. Oui. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est un sujet politique. C'est un sujet politique. Il y a un électorat aux États-Unis qui croit aux extraterrestres et aux ovnis, et donc tous les politiciens ont envie que cet électorat vienne vers eux. Donc les politiciens n'hésitent pas à parler. Enfin, on a entendu même des Obama, des George Bush et autres, Jimmy Carter et autres, parler des ovnis. En France, aucun président, à ma connaissance, aucun président de la République n'a jamais parlé d'OVNI. Ah non, vu que c'est tabou. Voilà, non, mais c'est de la moquerie. On peut se poser la question. C'est ça. Mais voilà. Il est là le problème, c'est que vous avez des pays où on va dire que c'est trop dans l'excès, et puis dans d'autres pays, c'est trop refermé. Ben non, et il n'y a pas le juste milieu. Pendant longtemps, en fait, comme il n'y avait pas assez d'informations, on croyait que les ovnis, c'était quand même un sujet très américain. Enfin, il se passait beaucoup de choses en France et en Europe, mais c'était quand même l'Amérique qui était leader dans le sujet. Ouais. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de livres qui sont sortis, d'abord pour montrer qu'en fait, le phénomène ovni existe en Russie, il existe au Japon, il existe en Chine. Là, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les ovnis en Afrique. Et en fait, on s'aperçoit que le phénomène, il est... Alors, je ne parle pas de l'Amérique du Sud, hein, le Brésil et l'Argentine étant des grands pays d'ufologie. On s'aperçoit qu'en fait, le phénomène est mondial. Moi, dans mes livres, j'ai 2 histoires d'ovnis qui se passent en Australie. Et est-ce que, sur le sujet des loups-garous, quel est votre point de vue? Est-ce que vous avez fait des enquêtes sur ce phénomène-là ou Alors, c'est un peu la coïncidence ou le hasard. Là, j'étais aux États-Unis il y a 2 semaines et j'ai été dans le Maryland et je me suis baladé sur la route Fletcherton Road, qui est la route du Goatman. Le Goatman, c'est une sorte de cryptide américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, chaque État américain a son cryptide, c'est-à-dire sa créature fantastique. Donc c'est un homme loup, un homme chien, là c'est un homme chèvre. Voilà, c'est The Goatman. Alors la légende dit, moi je vais la raconter bientôt, mais la légende dirait que c'était en fait une créature qui serait issue d'une manipulation génétique entre un homme et une chèvre. Et ça serait une créature pas sympa du tout, hein, qui décapite les chiens, qui fait peur à tout le monde. Voilà. Bon, personne ne l'a jamais vu. C'est une légende urbaine. Simplement, la légende, elle est très vivace. C'est-à-dire que dans le Maryland, les gens, le Goatman, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Alors après, pour revenir aux histoires de loups-garous, les loups-garous, c'est comme les vampires et voilà, normalement, ce sont des légendes. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, je suis un peu en train de travailler là-dessus, mais il y a des gens qui ont commencé avant moi sur le fameux Dogman. Le Dogman, ça vient des États-Unis. Le Dogman, c'est une de ces créatures dont je parlais, exactement comme le Goatman. Voilà, sauf que c'est pas le même État. Alors, aux États-Unis, le Dogman est considéré comme une créature qui vit dans les bois. Bon. Étrangement, il arrive en France. Bon, depuis quelques années, on en parle en France. Alors, je trouve ça très bizarre parce que autant les vampires, les loups-garous, tous ces trucs-là, ça existe depuis des siècles. Là, il y a 10 ans, on n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, je trouve que ça fait assez produit importé, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu légende importée. Voilà. Donc, je suis pas... Si demain on m'apporte un poil de Dogman, vous voyez, ou un truc un peu convaincant, je veux bien étudier le sujet. Aujourd'hui, il n'y a que quelques histoires qui traînent. C'est pas assez pour moi. Ouais, c'est vrai que déjà, en plus, nous, en Europe, on en a déjà assez entre, comme on dit, le loup-garou et puis les vampires. Vous allez dans les pays de l'Europe de l'Est, quand vous leur parlez de vampires, oui, bien sûr.
dur comme fer. Hein. Mais ça appartient au folklore, à la culture locale, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais chaque pays a ses créatures. Vous allez dans les Alpes, vous avez des créatures. Vous allez dans les Pyrénées, vous avez des créatures. Vous allez en Bretagne, il y a des créatures. Enfin, la France, j'avais vu sur Internet, j'étais tombé sur une carte assez sympa où on voyait toutes les légendes autour des créatures en France, mais il y en a des dizaines. Des dizaines. Et la plupart sont connues que par les gens qui habitent dans la région. Ouais. Au départ, il y a forcément quelque chose. Il peut y avoir un animal bizarre, un peu étrange qui est apparu et les gens ont considéré ça comme un monstre ou une créature venue d'on ne sait où. Puis après, l'histoire s'est perdurée et puis c'est devenu... voilà. Après, il y a des choses... La bête du Gévaudan, par exemple, que tout le monde connaît. Bon, il y a pas mal de théories autour de ça. On ne sait pas encore très bien ce que c'était. On sait qu'il y avait une bête. En tout cas, il y avait un truc. Alors, est-ce que c'était un loup géant? Est-ce que c'était un croisement de deux prédateurs? Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que c'était un tueur en série qui se déguisait avec des peaux de bête? On ne sait pas. Mais il y a pas mal de théories. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans le Gévaudan. C'était au XVIIIe siècle. Ouais. C'est sûr. Ok. Et justement, comment vous faites pour choisir vos sujets quand vous allez enquêter? Comment vous faites pour choisir vos sujets? Alors, il y a mon approche, mon intérêt personnel. C'est-à-dire que moi, il faut que ça soit un sujet qui soit suffisamment, comment dirais-je, fourni pour que je puisse écrire 25 pages dessus. Donc si quelqu'un vient me raconter une histoire comme quoi il a vu une boule lumineuse dans le ciel, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas en faire grand-chose. Moi, il me faut vraiment une histoire, voilà, une grosse histoire, première chose. Ça, c'est éditorial. Et justement, avec mes éditeurs, il y a aussi le côté, il faut que ça se passe dans le monde. C'est-à-dire que pas uniquement en France, mais il faut qu'il y ait des histoires qui se passent en France. Mais il faut, si possible, qu'on voyage un peu et qu'on touche un peu à tous les sujets. Donc, dans tous mes livres, on va avoir des sujets sur les ovnis, on va avoir des sujets sur le monde, ce que j'appelle le monde des esprits, c'est-à-dire les fantômes, les esprits frappeurs, les fameux poltergeists, les médiums, enfin voilà, tout ça. Il y aura des choses sur les objets maudits et les objets sacrés. Les objets maudits, ça peut être la poupée Annabelle, ça peut être la chaise en Angleterre, j'ai oublié son nom, de Thomas Busby. C'est une chaise qui est depuis les années 70 et dans un musée est suspendue en l'air parce qu'il paraîtrait que si on s'assoit dessus, on meurt. Voilà, enfin, ça, c'est ce que j'appelle des objets maudits. Et les objets sacrés, c'est tout ce qui relève du surnaturel. Surnaturel et paranormal, c'est pas la même chose. Hein. Surnaturel, il y a une dimension religieuse dedans. Donc c'est voilà, les objets surnaturels, c'est les reliques essentiellement. Enfin les objets ou les objets comme qu'est-ce qu'il peut avoir? Enfin tous les objets un peu bibliques, voilà, qui ont des pouvoirs, des super pouvoirs. Mais forcément, quand vous allez faire vos enquêtes sur ces différents sujets, vous êtes à un moment donné obligé d'aller sur place. Oui et non, ça dépend. Ça dépend parce que parfois l'histoire s'est passée il y a longtemps. Quand l'histoire s'est passée il y a 50 ans, vous savez, aller sur place, parfois ça me permet, oui, de décrire mieux éventuellement ce qui a pu se passer parce que je me suis imprégné du lieu. Mais sincèrement, c'est pas toujours utile. Je parlais du col Dyatlov, j'y suis jamais allé, hein, et il y a très peu de gens qui y sont allés. Mais bon, il suffit d'avoir beaucoup de photos, de regarder les cartes, etc. Ça suffit pour imaginer l'endroit, pour avoir une bonne idée de l'endroit. Et de toute façon, comme il n'y a rien à voir de particulier aujourd'hui, c'est pas forcément utile. Donc, après, vous vous basez beaucoup sur articles, journaux par Internet. Surtout, oui, ça dépend en fait de tout. Si je peux y aller, j'y vais. Ça m'est arrivé, hein, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels j'ai pu me rendre sur place. Pendant que j'écrivais, voire après, voire avant, enfin ça dépend. Tout ce qui est documentation, c'est les livres, les articles de presse, la presse de l'époque, qui est plus dur à trouver, des témoignages, et après tout ce qu'on peut trouver en termes d'illustrations, photos, vidéos si ça existe, s'il y a quelque chose à voir, des sons, des enregistrements. J'ai pu écouter des enregistrements d'esprits frappeurs, par exemple. Vous savez, ceux qui tapent dans les murs, là, qui font poum, poum, poum. Bon, il y a des gens qui ont... Il y a une enquête, je raconte souvent l'histoire qui s'est passée à La Machine en 1973. La Machine, c'est une ville qui est près de Nevers, en France, et petite ville minière. Il y avait un petit gamin tous les soirs, ça a duré pendant 2 mois, un petit gamin dans sa chambre, le mur faisait du bruit, tapait. Voilà. Et ça se passait tous les soirs entre 19h et 20h. Donc,
Ça ne pouvait pas être un phénomène naturel. Hein. Il n'y a aucun phénomène naturel qui se déclenche à heure fixe. Donc, et tous les soirs, voilà, le mur faisait poum, 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 et on pouvait lui poser des questions. On pouvait lui poser n'importe quelle question, et il répondait combien, je sais pas, combien j'ai, j'en sais rien, moi, combien j'ai de doigts, mettons. Bon, bah, voilà, il répondait 5. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y a eu une grosse enquête de gendarmerie à l'époque, et la gendarmerie a enregistré les coups, donc on voit bien que c'est des coups. Enfin, ils ont déterminé, la gendarmerie, ils n'arrivaient pas à trouver l'origine de ces bruits. Ils n'ont jamais d'ailleurs trouvé l'origine de ces bruits. Ils ont fait, ça a duré pendant 2 mois, et puis après on a éloigné le gamin et ça s'est arrêté, comme souvent dans les affaires de poltergeist. Voilà. Mais donc je peux avoir des documents sonores, ouais, ça peut arriver. Moi j'ai envie de dire tout ce qui est disponible, absolument tout. Et après moi je fais le tri dedans. Plus il y en a, étrange quand même cette histoire. De l'esprit frappeur, là. Oui, avec le petit gamin, là. Oui, quand même oui, étrange. Bah, elle est très connue, hein, l'esprit frappeur de la machine. Ça a défrayé la chronique à l'époque. Alors moi, j'aime beaucoup les histoires de poltergeist, parce que d'abord, je suis convaincu que le phénomène existe. J'ai des dizaines et des dizaines dans mes archives de cas extrêmement bien documentés, avec beaucoup de témoins qui assistent à des trucs un peu hallucinants, avec des objets qui se déplacent, qui volent, des ampoules qui éclatent, enfin plein de choses, des odeurs, enfin plein de choses comme ça. Des choses des choses qui sont aujourd'hui totalement inexpliquées. La question est de savoir, le phénomène est là, on a beaucoup d'histoires à raconter, après on ne sait pas comment ça marche. On ne comprend pas le mécanisme qu'il y a derrière. Est-ce que c'est... Moi c'est ma conviction, je pense que ça vient de nous les hommes, c'est pas une entité, un démon, je ne sais quoi qui provoque ça, c'est bien nous. C'est quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui a des problèmes psychiques importants, et ça mobilise dans cette personne une énergie, et comme elle ne sait pas comment s'en débarrasser, même involontairement, hein, sans même pouvoir le contrôler, bah, elle déclenche des phénomènes. C'est une hypothèse. Bien sûr, scientifiquement, c'est pas prouvé. De même que c'est pas prouvé. On constate souvent dans ces affaires qu'il y a souvent la présence d'un enfant ou d'un adolescent très perturbé. Il suffit qu'on éloigne cet adolescent perturbé et les phénomènes s'arrêtent tout de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la personne qu'on a éloignée et le phénomène. Le problème, c'est qu'on a aussi des affaires de poltergeist où il n'y a pas d'enfants, il n'y a que des adultes. Donc ça ne veut pas dire non plus que ce sont que des problèmes d'adolescents. C'est quand même. Oui, moi j'essaie, avec toutes les affaires, il y a des sortes de récurrences, il y a des points communs dans toutes les affaires qui me permettent de dire que c'est nous qui créons ça. Mais c'est pas non plus tous les gens perturbés, parce que sinon il y aurait des milliers d'histoires de poltergeist chaque jour, parce que le nombre d'adolescents perturbés dans le monde, il y en a. Donc c'est pas ça. Ça veut dire que ce sont des gens bien particuliers, et je ne sais pas lesquels, qui arrivent dans des circonstances particulières, et on ne sait pas comment à déclencher ça. Voilà. Alors je sais que dans l'affaire de la machine, là, du petit gamin, Yves Lignon, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un grand spécialiste du paranormal, avait rencontré la famille et le petit gamin un petit peu après, et il lui avait fait faire des expériences de perception extrasensorielle. Il lui avait fait deviner des couleurs de cartes et choses comme ça, et il m'avait dit, écoute, le gamin, il avait quand même des dispositions un peu au-dessus de la moyenne. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce que les gens qui sont capables de faire des effets de poltergeist, ce sont des gens qui ont, au départ, des pouvoirs psy ? C'est possible. Mais je ne dis pas que c'est vrai. C'est une hypothèse. En tout cas, le sujet... Il y a eu quelque chose qui a été fait. Qui a été fait, c'est-à-dire par rapport au gamin, pour lui faire des tests. Ah oui. En fait, ce qui s'est... Alors, le problème des poltergeists, c'est que souvent, c'est très spectaculaire. Donc, tous les gens veulent que ça s'arrête. Or, pour étudier un phénomène, il faut que ça continue. Voyez le problème, il est là. Et c'est le problème, d'ailleurs, du paranormal de manière générale avec la science. Aujourd'hui, les scientifiques, ils ont beaucoup de problèmes avec le paranormal parce qu'ils ont besoin d'étudier ces phénomènes. Or, ces phénomènes, ils se reproduisent pas. Ils sont extrêmement fugaces.
Voilà, ils sont aléatoires, c'est de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les mécanismes, c'est que de temps en temps, il se passe des trucs bizarres. Et ça, c'est l'horreur pour un scientifique. Un scientifique, lui, il a besoin de voir les trucs, d'observer, de constater que ça se reproduit et de mesurer. Bon, bah là, c'est très compliqué dans le paranormal. Donc là, dans le cas du petit gamin, bah oui, au bout de 2 mois, ils en avaient marre du mur, et puis ça commençait à mettre un peu la pagaille dans la ville. Donc quelqu'un leur a suggéré, ouais, vous devriez peut-être éloigner le petit garçon, et vous allez voir, ça va peut-être s'arrêter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et quand le petit gamin, on l'a envoyé chez sa grand-mère, je crois, quand il est revenu, bah après, ça n'a plus recommencé. Donc là, il faudrait que quand il y a des phénomènes de poltergeist, il faudrait être prévenu à temps et avoir le temps de les étudier, ce qui est très compliqué. Parce qu'il y a un entourage, enfin, dans toutes les histoires de poltergeist, c'est les gens ont peur, c'est la pagaille, ça met de l'agitation dans le village, dans l'endroit où ça se passe, dans la famille. Pour un scientifique, c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a une enquête qui vous a le plus marqué et pourquoi? Il y a pas mal d'enquêtes. J'ai parlé d'Aravilliers. Bon, celle-là, elle est toujours dans ma tête en permanence parce que d'abord, c'est pas loin de Paris. Et puis, pour moi, le dossier, il est toujours ouvert. Dietlov aussi. Oui, il y a l'affaire de Elisa Lam aussi. Elisa Lam, c'est cette jeune fille qu'on a retrouvée noyée dans un réservoir d'hôtel, enfin sur le toit d'un hôtel en 2013 à Los Angeles. Moi, je crois que je dois être le premier aussi à en avoir parlé, parce que j'en ai parlé dans un livre en 2014. Donc voilà, c'est passé 1 an après. C'est une histoire très bizarre. C'est une jeune Canadienne qui arrive en Californie, qui est toute seule, dont on va apprendre plus tard qu'elle est bipolaire, et ça donne pas mal d'explications. Mais en gros, bon, elle disparaît, sa famille la cherche, on la trouve pas, et en fait, on s'aperçoit, mais 15 jours après, en fait, elle est noyée, et qu'elle est dans l'hôtel où elle résidait, mais elle est noyée dans le réservoir au-dessus. Alors donc la question est de savoir, est-ce qu'elle a pu y aller toute seule? Est-ce que c'est elle-même qui a été, ou est-ce qu'on l'a tuée? Enfin, et ce qui a fait le succès de cette histoire, c'est une vidéo, parce que les enquêteurs ont diffusé la vidéo dans laquelle on la voit dans l'ascenseur de l'hôtel. Et j'avoue que la première fois que j'ai vu cette vidéo, je l'ai trouvée extrêmement effrayante, parce qu'on voit une jeune personne qui a l'air en pleine panique et qui fait des trucs complètement extravagants, et on a l'impression qu'il y a quelque chose d'invisible à côté d'elle. C'est très, très, très perturbant. Enfin bon. Pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, vous tapez Elisa, comme Elisa, le prénom, et Lam, L-A-M, et vous tapez vidéo, et vous allez voir. Vous allez forcément tomber sur la vidéo de l'ascenseur, elle est très connue. Et donc, ouais, cette histoire était étonnante. Et il y a eu un document. Vraiment, moi, j'ai poussé le truc le plus loin possible avec les éléments que j'avais à l'époque, qui étaient un peu légers. J'ai mis pas mal d'hypothèses. Et puis il y avait des éléments que j'avais pas. Je ne savais pas si, par exemple, dans le réservoir, comment dirais-je, l'ouverture, enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est une sorte d'écoutille du réservoir était ouverte ou fermée, et ça changeait tout. Parce que si c'était ouvert, ça pouvait être elle qui était allée d'elle-même dans le réservoir. Si c'était fermé, ça veut dire forcément que quelqu'un l'avait poussé dans le réservoir ou l'avait mise dans le réservoir. Et ça, j'ai eu la réponse dans le documentaire de Netflix qui est passé il y a 2-3 ans, où ils sont revenus dessus. Il y a un documentaire sur l'affaire du Cecil Hotel. En fait, l'hôtel où elle était s'appelle le Cecil Hotel. Enfin, il n'existe plus aujourd'hui, mais il s'appelait comme ça. Et à un moment, il y a un des enquêteurs qui dit non, le truc était ouvert. L'écoutille était ouverte. Donc ça veut dire que ça peut être elle qui, prise d'une crise, parce qu'elle était bipolaire, elle n'avait pas pris ses médicaments, prise d'une crise un peu de folie, enfin, elle ait fait un peu n'importe quoi et elle se soit noyée d'elle-même. C'est possible. D'accord. Voilà. Et justement, c'est une affaire incroyable en tout cas. Ouais, c'est clair que c'est une affaire incroyable. Et justement, quand vous avez comment ils ont réagi quand vous avez publié vos enquêtes sur les livres? Comment la population a réagi par rapport à ça? Le premier livre, il était un peu. C'est la première fois que j'écris un livre sur le paranormal, donc il fallait que je fasse un peu je me fasse connaître, on va dire ça comme ça. J'ai été aidé parce que Yves Lignon, dont je parlais tout à l'heure, m'a mis en contact avec BTLV, et la chaîne du mystère de l'inexpliqué. Donc ça m'a permis que les gens me voient un peu et
et apprennent un peu qui je suis. Et en fait, comme le premier livre a finalement pas trop mal marché, poussé par certaines personnes qui ont dit il est bien, c'est plutôt rigoureux, voilà, c'est pas du délire, mon éditeur m'en a demandé un deuxième. D'ailleurs, il s'est passé un truc, je peux vous raconter l'anecdote, c'est qu'au moment où j'ai terminé le premier livre, il y a eu l'affaire de l'avion de la Malaysian Airlines, le MH370. Il a disparu le 8 mars 2014. Moi, en mars 2014, je suis en train de terminer l'écriture du premier livre. Et donc, là, je me dis, mais c'est incroyable cette histoire. Un avion entier qui disparaît, on ne le trouve pas. On est dans un vrai dossier inexpliqué. Et donc, j'appelle mon éditeur, je lui dis, est-ce que tu veux que je rajoute un chapitre sur l'avion de la Malaysian Airlines? Là, on est en avril, hein, on est un mois après les faits. On sait toujours rien. Et il me dit, écoute, attendons un peu, parce que si on le retrouve dans les quelques mois qui viennent, c'est plus un dossier inexpliqué. Donc il me dit, si on fait un tome 2, et si on n'a pas retrouvé l'avion, bah, bien sûr, là tu fais un chapitre entier dessus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, puisque 1 an et demi après, je commence à travailler sur le tome 2. L'avion, on ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé, enfin rien n'a avancé. Et donc j'écris 25 pages pour expliquer tout ce que je sais sur le MH370. Alors après, depuis, j'ai fait appel à des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés que moi en aéronautique et spécialistes du transport aérien. Notamment, je vais le citer parce qu'il faut le citer, c'est Gilles Diars, qui est l'auteur du meilleur bouquin sur le MH370 que je connaisse et qui suit le dossier depuis le tout début. Et qui est un des meilleurs, sinon le meilleur spécialiste français du sujet. Et je suis en contact toujours avec lui parce que le sujet, voilà, c'est toujours un dossier inexpliqué. On est 10 ans après, on n'a toujours pas retrouvé l'avion, on ne sait toujours pas exactement. Il y a plein de gens qui racontent des histoires, il y a plein de théories, mais on ne sait pas où il est et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, donc c'est un vrai dossier. Là, pour le coup, oui, voilà, si on peut citer cet exemple, le plus grand mystère pour moi, actuellement, c'est celui-ci. C'est le MH370. Bah oui, plus de 250 personnes qui disparaissent comme ça et qu'on ne sait pas où elles sont. C'est quand même. C'est lourd quand même. Hein. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Et j'ai appris justement en enquêtant et en faisant justement plein de recherches. C'est ça qui est intéressant dans les recherches parce que moi je suis spécialiste de certains sujets, mais parfois vous avez besoin d'aller voir des experts, des gens qui connaissent hyper bien un domaine. Les avions, le contrôle aérien et tout ça, c'est tellement technique que ça m'échappe. Mais c'est bien d'avoir des experts qui après vous expliquent justement simplement de quoi il s'agit. Et donc, ouais, moi, je trouve ça passionnant justement d'être en contact avec ces gens. Et j'ai appris pendant mon enquête, par exemple, que quand on traverse un océan avec un avion, bah, en fait, tout le monde, je pense, est persuadé que les tours de contrôle, ça vous êtes. Et en fait, non. En fait, non. Non, parce qu'en fait, les tours de contrôle, ça vous êtes parce que grâce aux informations qu'envoie l'avion. Oui. Il suffit que si l'avion, et c'est le cas du MH370, si l'avion cesse d'émettre des informations, il coupe son transpondeur, etc. Ben en fait, plus personne ne sait où il est. Parce qu'il faudrait connaître la zone où il est pour éventuellement utiliser un radar. Mais si on ne sait pas où il est, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pareil. Et ça fait réfléchir. Parce que moi, je prends souvent l'avion, je vais très souvent aux États-Unis ou ailleurs, et je me dis que à chaque fois que je traverse l'Atlantique, il y a des moments où je pense que peut-être qu'on ne sait pas où on est, quoi. Personne ne sait où on est. Enfin bon, voilà, après, moi, j'ai pas peur en avion, j'aime bien prendre l'avion, mais c'est un vrai mystère. Et franchement, j'espère que, au-delà des théories complotistes, etc., j'espère qu'un jour, on aura le fin mot de l'histoire et qu'on saura vraiment le scénario, ce qui s'est passé. Yes. Encore une dernière question, puis après, on va terminer. Oui, bien sûr. Je voudrais savoir, quel est votre livre qui vous a inspiré en termes justement de vos enquêtes ou de paranormal? Vous voulez dire d'autres livres sur le paranormal que j'aurais pu lire, c'est ça? Oui. Ouais. Il y en a beaucoup, enfin j'en ai pas, je peux pas en citer un. Les livres, alors, je vais rendre hommage à Yves Lignon, et Yves Lignon a écrit beaucoup de livres sur le paranormal bien avant moi, il a une expérience de 40 à 50 ans dans les maisons hantées, donc il a eu le temps d'écrire. Voilà, ces livres sont plutôt sympas. Bon, il y a d'autres, j'aime beaucoup les livres, alors je vais citer un copain aussi, on fait du copinage, allez. Je vais citer David Gallet,
David, lui, il raconte aussi des histoires mystérieuses, mais son axe, c'est la France. Voilà. Donc lui, c'est plutôt la France mystérieuse, les archives étranges de la France. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'il raconte. J'aime bien ces histoires, parce que voilà, c'est une approche assez historique aussi. Ok. Et fort intéressant, l'interview. On aurait pu encore durer pendant au moins 2 heures. On peut en faire une quand je sortirai le livre en septembre sur les bateaux fantômes. Et il n'y a pas de souci. Et en général, à mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Et donc, bien, je vous laisse le dernier mot de la fin. Alors, le dernier mot de la fin, un petit conseil à tous ceux qui s'intéressent au paranormal, gardez votre esprit critique. C'est très important. Ne prenez rien pour argent comptant. On est dans un monde, dans un univers où, malheureusement, il y a plein de gens qui racontent n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui racontent des choses sérieuses, heureusement, mais il faut être, il faut être critique et il faut croiser les informations, il faut chercher, il faut se poser beaucoup de questions. Et surtout pas, comme je l'ai dit au départ, ne pas prendre les gens qui n'ont que des réponses sont sans doute moins intéressants. Et en gros, ce que je dis, voilà, c'est mon expression, c'est les yeux ouverts et les pieds sur terre. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, avec depuis quelques années, avec les nouvelles technologies, c'est encore plus compliqué de trouver du vrai du faux. Ah bah oui. Il suffit de voir le nombre de vidéos fake d'OVNI, par exemple, qui circulent. Il y en a des dizaines qui apparaissent chaque jour. Donc c'est bon. Et les gens, malheureusement, souvent pensent que c'est vrai. Yes. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.